Après cette première critique que Lévinas mène à l'égard de l'enracinement à partir d'une analyse de l'hitlérisme, comment l'enracinement apparaît comme étant la négation même de la liberté humaine et la négation même des principes de notre civilisation, et donc des bases mêmes de l'humanisme occidental, c'est dans un autre moment que Lévinas va s'attacher à montrer encore par un autre angle le danger fondamental qui réside dans toute pensée de l'enracinement. Et en particulier dans un texte, cette fois-ci, dont le titre, donc, qui apparaît dans l'ouvrage qui s'appelle Difficile Liberté, dont le titre, donc le texte sera mis à votre disposition. C'est un texte assez court également, c'est un article qui s'intitule Heidegger, Gagarine et nous. Comment comprendre l'analyse qu'il va mener ici et comment comprendre le danger inhérent à l'enracinement? Si, pour revenir sur ce que nous sommes attachés à montrer, si le déracinement propre à la modernité nous est apparu comme l'autre nom de la crise, c'est avant tout parce que, avec la modernité, le sujet moderne est né de cette prétention à dominer et à manipuler la nature, à un point tel que nous ne la rendons plus habitable. Là encore, nous pouvons voir l'actualité de cette critique, lorsqu'on voit que les malheurs que nous sommes en train de traverser sont dus à une manipulation de la nature, à des exigences que nous lui imposons, ignorant même son rythme. Et on voit ici que la critique prend immédiatement tout son sens. Cette critique, on la trouve, on avait eu l'occasion de l'exposer, thématisée véritablement dans les analyses de Martin Heidegger. Elle s'attache à montrer essentiellement en quoi l'homme n'est plus, depuis la naissance de la modernité, que dans un rapport instrumental à la nature, que cette dernière est réduite à un objet de manipulation. C'est le terme que Heidegger utilise lorsqu'il parle d'arraisonnement, signifiant, un terme qui est constitué à partir du terme de raison, signifiant que la totalité de la nature et du monde sont soumis aux exigences de la raison et de la raison calculatrice, à ses impératifs, aux exigences de la rationalité scientifique ou de la rationalité technico-scientifique, ou aux exigences de la productivité qui résultent d'un calcul de notre raison. La raison n'est plus dans ces conditions que calcul, et tout devient objet de manipulation. Dès lors, nous dit Heidegger, nous avons fondamentalement oublié de nous étonner. Nous ne voyons plus les choses qu'en ce qu'elles nous sont utiles, et nous avons oublié de nous interroger sur le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Le monde est réduit, nous dit Heidegger, à un ensemble d'étangs manipulables. Alors le terme d'étang, qui peut toujours paraître un petit peu mystérieux ici, c'est le participe présent du verbe être, c'est-à-dire les choses ne nous intéressent qu'en ce qu'elles nous sont présentes, et de ce fait, en ce qu'elles nous sont présentes, c'est en ceci que nous pouvons les utiliser et les manipuler. C'est-à-dire, nous avons oublié de nous étonner du fait qu'elles soient, nous avons oublié l'être, nous dit Heidegger, et nous ne nous tournons plus que vers des étangs qui sont pour nous sous la main, qui sont pour nous, avant tout, des objets soumis à nos exigences. Le drame de la modernité, nous dit Heidegger, c'est cet oubli de l'être, et ceci se manifeste par excellence dans ce qu'il appelle l'essence de la technique moderne. Pour rappeler rapidement, il opère cette distinction. Il ne fait pas une critique de la technique moderne, il fait une critique de l'essence de la technique moderne. C'est-à-dire qu'il s'agit de sortir d'une définition uniquement instrumentale de la technique. Définition uniquement instrumentale de la technique, c'est une définition qui voit dans la technique un ensemble d'outils qui sont des moyens pour servir une fin.
Ce qui intéresse Heidegger, c'est l'essence de la technique. C'est-à-dire quoi? C'est que la technique moderne, elle produit un rapport au monde. Au fond, notre monde est de part en part technique. Et ça, d'ailleurs, nous l'oublions. Nous le vivons comme si c'était quelque chose de naturel. Nous nous rendons compte simplement que la technique est là quand elle ne fonctionne plus. Le reste du temps, en quelque sorte, la technique, c'est devenu pour nous une seconde nature. Donc, ce qui intéresse Heidegger, c'est par la technique moderne, ce que la technique moderne dit de notre rapport au monde. Eh bien, justement, dans ce rapport au monde, nous ne sommes plus que dans un rapport utilitaire au monde, et à partir de ce moment-là, nous ne posons plus la question, je disais, nous ne nous étonnons plus, nous ne posons plus la question du sens, et nous sommes d'ailleurs dans l'incapacité, et c'est ce qui caractérise une des crises fondamentales de notre modernité, nous dit Heidegger, nous sommes incapables de nous poser la question du sens de l'existence. Cette question nous échappe totalement, eu égard au rapport au monde qui est devenu le nôtre dans le monde moderne. Donc, d'où la question d'Heidegger, il devient urgent de se demander si l'on peut retrouver un sens à l'existence, c'est-à-dire se poser la question à savoir comment peut-on être en mesure d'exister de manière véritablement authentique. La modernité, qui a d'abord été vécue comme un progrès, finalement nous conduit à nous perdre. L'homme n'est plus en mesure de se retrouver dans le monde. Il est à la fois partout chez lui et chez lui nulle part. La modernité a détruit la notion de lieu. Or, exister, c'est toujours occuper une place dans le monde. Exister authentiquement, c'est habiter le monde. Et cette place, par ailleurs, elle n'est pas interchangeable. C'est-à-dire qu'au fond, nous occupons tous une place dans le monde que nous ne pouvons pas échanger avec quiconque. Donc, je vous renvoie à toutes les analyses que l'on avait menées autour de Heidegger sur ce qu'était l'existence authentique et la sérénité. Discours très séduisant, va nous dire Lévinas. C'est un discours extrêmement séduisant et finalement tout le monde est en mesure de mesurer, tout le monde est en mesure de constater la crise qui est celle de la modernité, la crise du sens qui caractérise la modernité. Mais Lévinas va nous dire, c'est très séduisant, mais il y a plus dangereux. Il y a plus dangereux que la technique moderne. La technique moderne peut être dangereuse. Elle peut conduire à une destruction de la nature, à une destruction de la planète, certes. Mais il y a peut-être plus dangereux encore. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est finalement tout ce discours qu'on vient d'énoncer. Donc ce qu'il va s'agir de faire, de la part de Lévinas, c'est de démasquer, derrière la séduction de ce discours, un discours profondément dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est une atteinte à l'homme lui-même. Et c'est ce qu'il va nous montrer dans ce texte intitulé Heidegger, Gagarine et nous. C'est-à-dire qu'il va choisir, le titre est énigmatique au premier rapport, il va choisir un événement, cette fois-ci, un autre événement, celui de l'envoi dans l'espace du premier homme, Yuri Gagarin, donc en avril 1961, et ça va être l'occasion de, régler ses comptes avec Heidegger et les Heideggeriens, en opérant une critique fondamentale de la notion d'enracinement, mais aussi l'occasion de montrer que même si la technique est dangereuse, elle est à son tour l'occasion d'ouvrir à une autre manière de penser. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce texte. Dans un premier temps, ce que fait Lévinas dans ce texte, c'est qu'il présente de manière concise la pensée de Heidegger, qu'il finit par nommer très précisément, puisqu'il dit, une fois qu'il en a fait la présentation, il nous dit « Je pense à un prestigieux courant de la pensée moderne, issu d'Allemagne et qui inonde les recoins païens de notre âme occidentale. Je pense à Heidegger et aux Heideggeriens. On voudrait que l'homme retrouve le monde. L'homme aurait perdu le monde. Il ne se connaîtrait plus il ne connaîtrait plus que la matière dressée devant eux, objectée, en quelque façon à leur liberté. Il ne connaîtrait que des objets. »
Nous ne serions plus que dans un rapport utilitaire au monde, ce qui fait que nous n'habitons plus le monde, il faudrait retrouver le monde et habiter le monde, et exister authentiquement, retrouver véritablement un sens à l'existence. Qu'est-ce que c'est, dans la pensée de Heidegger, et la manière dont va la résumer Lévinas, cette attitude qui consiste à retrouver le monde, à retrouver un sens à l'existence? Vous lisez le petit passage. Retrouver le monde, c'est retrouver une enfance pelotonnée mystérieusement dans le lieu, s'ouvrir à la lumière des grands paysages, à la fascination de la nature, au majestueux campement des campagnes, c'est sentir l'unité qu'instaure le pont reliant les berges de la rivière et l'architecture des bâtiments, la présence de l'arbre, le clair-obscur des forêts, le mystère des choses, d'une cruche, des souliers éculés d'une paysanne, l'éclat d'une carafe de vin posée sur une nappe blanche. Alors, pas rentrer dans les détails des exemples ici, mais les exemples visent très clairement ici des textes et des analyses de Heidegger. Peut-être que le plus célèbre, c'est le texte sur les souliers éculés d'une paysanne. Pourquoi? Parce que ce que nous dit Heidegger, c'est, dans cette interrogation, à savoir qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde, donc non plus saisir le monde comme une sorte d'objet manipulable, mais qu'est-ce que c'est qu'exister authentiquement, habiter le monde, eh bien, pour arriver à cette pensée, il va parler de la question de l'art, la question de l'origine de l'œuvre d'art. Et qu'est-ce qu'il va montrer? Et il va prendre justement un objet proprement utilitaire, une paire de souliers, et il va prendre à côté une œuvre d'art représentant cette paire de souliers. Le tableau de Van Gogh, les souliers. Et il va dire quelle est la différence entre la paire de souliers que je vois là en rentrant dans une pièce et ce qui se passe, quel événement se passe dans l'œuvre, dans le tableau de Van Gogh. Pour la paysanne qui dépose ses souliers en rentrant, qui les prend le matin pour aller travailler, au fond, elle oublie les souliers, elle n'est que d'un rapport utilitaire aux choses, et quand elle marche, elle oublie qu'elle a des souliers aux pieds, comme quand nous marchons, nous oublions que nous avons des chaussures, etc. Tout ça fait partie de notre rapport dans la quotidienneté. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre, là, dans l'œuvre d'art? Eh bien, l'œuvre d'art, elle nous dévoile quelque chose d'autre que la dimension purement utilitaire des souliers. L'œuvre d'art est dévoilement, elle lève le voile. Et là, Heidegger va nous dire, elle lève le voile sur quoi? Sur la vérité. Et il revient sur l'étymologie du terme de vérité. Vérité, en grec, aletheia, c'est lever le voile, comme quand je dis je découvre la vérité. Je découvre la vérité qui est cachée derrière le voile. Eh bien, l'œuvre d'art est dévoilement. L'œuvre d'art nous fait sortir d'un rapport utilitaire aux choses pour nous faire saisir la vérité de ce qui est. En ce sens, d'où la référence ici au soulier d'une paysanne, faut retrouver le monde, ce serait revenir à un rapport authentique au monde et qu'on ne saisit plus à travers une raison calculatrice technoscientifique, mais justement, là en l'occurrence, à travers l'œuvre d'art. Une fois qu'il a exposé ceci, Lévinas continue. Tout ce qui, depuis des siècles, nous apparaissait comme ajouté par l'homme à la nature, luirait dans la splendeur du monde, l'œuvre d'art, éclat de l'être, non pas invention humaine, fait resplendir cette splendeur anté-humaine. On sent déjà, point de la critique, il n'y a pas de place pour l'humain. Il n'y a pas de place pour l'humain dans une telle pensée. Essayons de voir pourquoi. Là, il faut prendre le deuxième moment du texte, le moment où il va véritablement faire une critique de ce discours. Très séduisant, mais extrêmement dangereux, nous dit-il. Là voilà donc l'éternelle séduction du paganisme, par-delà l'infantilisme de l'idolâtrie depuis longtemps surmonté, le sacré filtrant à travers le monde. Le judaïsme n'est peut-être que la négation de cela, détruire les bosquets sacrés. Nous comprenons maintenant la pureté de ce prétendu vandalisme. Le mystère des choses est la source de toute cruauté à l'égard des hommes. L'implantation dans un paysage, l'attachement au lieu, sans lequel l'univers deviendrait insignifiant et existerait à peine, c'est la scission même de l'humanité en autochtone et en étranger. Et dans cette perspective, la technique est moins dangereuse que les génies du lieu. La technique supprime le privilège de cet enracinement et de l'exil qui s'y réfère,
elle affranchit de cette alternative. Il ne s'agit pas de revenir au nomadisme, aussi incapable que l'existence sédentaire de sortir d'un paysage, d'un climat. La technique nous arrache au monde heideggerien et aux superstitions du lieu. Dès lors, une chance apparaît, apercevoir les hommes en dehors de la situation où ils sont campés, laisser luire le visage humain dans sa nudité. La séduction de ce discours masque profondément son danger. Et son danger, ici, il réside dans quoi? Le mystère des choses est la source de toute cruauté à l'égard des hommes. Deux phrases. Celle-ci est la scission même de l'humanité en autochtone et en étranger. Poser le privilège du lieu, définir, considérer que exister authentiquement, c'est toujours exister ancré dans un lieu et dans un territoire, c'est d'abord définir l'homme par rapport au lieu et au territoire, et à partir de ce moment-là, opérer une distinction, une scission au sein de l'humanité. Ce qui définit l'homme, ce n'est pas le fait d'être homme, c'est d'abord d'être ancré, d'être enraciné dans un lieu. Et ce que va nous dire ici Lévinas, c'est que la pensée de Heidegger met le mystère, le mystérieux, et donc le sacré, du côté du lieu, du côté de la terre, du côté des racines, et non pas du côté de ce qu'est l'homme. Et donc, il n'y a pas, au fond, à s'étonner qu'une telle pensée opère des scissions au sein de l'humanité et finalement opère cette distinction entre l'autochtone et l'étranger. Au fond, à partir de ce moment-là, il est simplement en train de nous dire que la sacralisation du lieu, qui peut finalement, au fond, on pourrait penser à cette idée que sacralisation du lieu, c'est ce qui constitue aussi la frontière, et que la frontière, c'est ce qui, finalement, est toujours susceptible de se transformer en front. On a cette idée, bien avant, chez quelqu'un comme Rousseau, au moment du second discours, dans le discours sur l'origine et fondement de l'inégalité parmi les hommes, quand il opère cette rupture au début de la deuxième partie, quand il dit le premier homme qui plantant un piquet dit ceci est à moi, fut le vrai fondateur de la société civile, mais il enchaîne et il dit que le fait de marquer une frontière, c'est ce qui ouvre immédiatement la possibilité d'un front, et cette possibilité d'un front, c'est-à-dire de rivalité, de combat, etc., c'est la possibilité de la guerre. Donc à partir du moment où je commence par opérer, dans la manière dont je pense l'humanité, une scission, des scissions au sein de l'humanité, et qu'est-ce qui opère cette scission ici? C'est le lieu. Donc c'est le fait de définir l'homme à partir de l'enracinement. À partir de ce moment-là, je suis dans une négation de l'humain. Et c'est ça qui va être le véritable danger. Il s'agit, au fond, de ne pas laisser de place à toute forme d'humanisme. Et il voit dans la position ici de Heidegger quelque chose donc de beaucoup plus dangereux que la technique moderne elle-même, qui à la fois peut conduire à des catastrophes, mais peut aussi, débat traditionnel à l'égard de la technique, peut être aussi la source de tout un ensemble de progrès. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il a... Pourquoi alors maintenant, Heidegger, Gagarinez-nous? Est-ce que vous avez Heidegger, sacralisation, mystère du lieu? Je définis, le plus essentiel c'est le lieu, et l'autre est toujours défini d'abord par rapport à un lieu et par rapport à un enracinement. Gagarine, c'est quoi Gagarine? Premier homme dans l'espace. C'est-à-dire premier homme envoyé en dehors de tout lieu. Envoyer un individu pour la première fois en dehors de tout lieu, ça n'est pas nier son humanité. Justement, il reste en dehors de tout lieu un homme. La technique moderne devient alors l'occasion véritable de nous mettre en face de ce que c'est que l'homme. Et c'est là que Lévinas va nous proposer un élément ici essentiel dans sa pensée. Il va nous dire qu'est-ce qu'il reste quand Gagarine est envoyé dans l'espace en dehors de tout lieu. Il reste cet homme
dans la nudité de son visage. Donc, le point essentiel ici qu'il s'agit de comprendre dans ce deuxième moment de critique, c'est que l'enracinement, le privilège donné au lieu pour penser en rapport à l'autre, est en fait une négation de l'autre dans son humanité. Et il y a donc, par là même, un danger beaucoup plus grand dans le discours séduisant de l'enracinement que dans la technique moderne elle-même. Et deuxième point, la technique moderne, plutôt que de conduire à une réponse qui est la réponse de l'enracinement, parce qu'elle peut être dangereuse parfois, il faut voir en quoi elle est pour nous l'occasion de penser autrement, l'occasion de penser autrement l'humain. Et l'exemple de Gagarine est le meilleur que Lévinas puisse trouver. L'homme en dehors de tout lieu. C'est quoi alors l'humain dans ces conditions? Dernière remarque sur ce point. Il n'est pas étonnant que la critique que Heidegger fait de la modernité consiste à restaurer une pensée du lieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la modernité? D'abord, sur le terrain scientifique, qu'est-ce que c'est que l'essence de la science moderne? Galilée. Pour faire vite, c'est quoi? La rupture avec la physique d'Aristote, physique dominante pendant près de 20 siècles. Or, qu'est-ce que c'est que la physique d'Aristote? La physique d'Aristote, c'est une physique qualitative, qui consiste à être une généralisation des observations. J'observe quoi? J'observe qu'il y a des objets qui tombent, j'observe qu'il y a des objets légers, des objets lourds. J'observe qu'il y a des mouvements naturels. Il y a des mouvements forcés quand je jette une pierre, mais après, le mouvement naturel, la pierre tombe. Mais le mouvement naturel, il n'est pas infini. Le mouvement naturel, à un moment, il s'arrête, quand la pierre passe au repos. Quand est-ce qu'elle est au repos? Quand elle a, nous dit Aristote, retrouvé son lieu. Le lieu, c'est ce qu'il a défini. C'est ce qui définit, en quelque sorte, sa nature. L'objet lourd, son lieu, c'est le bas. L'objet léger, son lieu, c'est le haut. Toute la physique d'Aristote, elle va consister à poser, en quelque sorte, une ontologie du lieu, première chose, en étant une physique qualitative. Mais à partir de ce moment-là, elle consiste par là même à opérer et à constater une hiérarchie dans la nature. Chez Aristote, il va y avoir, j'ai l'occasion de... Il y a d'autres moments, une distinction entre le monde céleste et le monde terrestre. Le monde céleste dans lequel on a des mouvements réguliers, éternels et circulaires, et le monde terrestre dans lequel on est dans le monde de la corruption, du changement, des choses qui naissent et des choses qui meurent. Il y a une hiérarchie dans la nature. Et par là même, cette hiérarchie dans la nature, elle peut aller se justifier quant à une hiérarchie parmi les êtres humains. Je disais tout à l'heure, ce que la modernité va permettre de penser, c'est une égalité des droits, une égalité en dignité de tous les hommes. Pourquoi? Parce que la modernité, elle rompt avec cette conception de la nature hiérarchisée. Elle rompt avec cette mythologie, cette sacralisation du lieu. Pourquoi? Parce que Galilée, il nous dit quoi? En fait, il n'y a pas de lieu propre, la pierre n'a pas besoin d'être... Elle n'a pas par nature à être en bas et la flamme à monter. Ça dépend d'un jeu de force. Il n'y a ni de haut ni de bas. La nature obéit à des lois, et ces lois sont des phénomènes qui sont tout un ensemble de forces. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer ces forces, et il faut par là même établir ces lois de la nature. Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique, nous dit Galilée. La physique, c'est une affaire de quantité, non de qualité. Donc par là même, en faisant une critique de la modernité, Heidegger fait par la même occasion, il revient à une pensée qui privilégie le lieu, puisque ce que détruit la modernité, c'est bien une pensée du lieu. Mais privilégier une pensée, ou revenir à une pensée qui privilégie le lieu, c'est aussi par là même rompre avec l'idée universelle d'une égalité en dignité de tous les individus et de tous les sujets, puisque finalement, il s'agit par là même, à travers la critique de la modernité, d'en arriver à une critique de tout ce que la modernité produit. Et donc, au fond, quand Lévinas nous dit
une telle pensée du lieu, elle pose une distinction entre l'autochtone et l'étranger. Oui, elle est une négation de cette avancée extraordinaire qui est celle de l'humanisme et de l'humanisme de la modernité. Voilà donc le deuxième élément fondamentalement critique que Lévinas produit à l'égard de la notion d'enracinement. Reste alors à voir en quoi la technique moderne est une occasion pour nous, bien qu'il s'agisse de reconnaître ses dangers, elle est une occasion pour nous de penser. Elle est une occasion pour nous de penser, et Gagarine, c'est l'occasion pour nous de penser ce que c'est que l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Un être qui apparaît dans la nudité de son visage. C'est ça qu'il va s'agir de comprendre maintenant. Qu'est-ce que ça signifie, cette notion de visage? Qu'est-ce que ça signifie, cette nudité du visage? Au fond, ce que va nous montrer Lévinas ici, c'est comment le déracinement est une occasion de penser l'humain autrement. Et c'est cette occasion qu'il s'agit de ne pas rater, qu'il s'agit de ne pas manquer. Cette occasion, c'est celle de penser l'humain dans la nudité de son visage, c'est-à-dire de penser l'humain dans sa fragilité. Et c'est ce que nous allons voir maintenant à travers la première étape d'analyse de ce que Lévinas entend à travers ce terme de visage.